Salut Sadek, on va rembobiner ta vie de 2023 à 1991. Tant qu'à faire. T'es prêt? J'en ai aucune idée. C'est parti. Reminder. 2023. 2023, c'est une belle année, une année particulière parce que c'est mon retour en musique. Je suis enfin propriétaire de ma carrière, de la musique que je produis et par conséquent, j'ai décidé de sortir 3 albums cette année. Donc changement de propriétaire le 27 janvier, ouvert tout l'été qui est la succursale de changement de propriétaire et Nick le Casino 2 pour la fin de l'année. 2022. 2022, ça a été une année de transition. Après le barouf, le remue-ménage que je me suis permis de faire en 2021, je pense qu'il était temps de me consacrer sur moi-même, de me reconcentrer sur moi-même, en essayant de retravailler mes projets, ma direction, voir où j'en étais dans ma vie, et voilà. 2021. 2021, ça a été la fanfare. Ça a été une belle année, plein de rebondissements. Il y a eu Aimons-nous vivants, et aussi ma petite escapade à Dubaï où je me suis permis de mettre des petites pichenettes un petit peu partout, parce que j'ai mené une guerre contre les influenceurs qui promettaient l'Eldorado et le trading et la crypto-monnaie, etc. Après ça, je me suis dit qu'il était temps de me reconcentrer sur autre chose et de ne pas devenir une caricature de moi-même et de me reconcentrer sur la musique et de travailler sur mes projets et ce que je fais initialement. 2020. 2020, ça a été une grosse transition parce que je suis passé d'éternel enfant à papa. Ça a fait un gros choc, une grosse remise en question. Et bon, c'était un bébé voulu et ça a été un vrai plaisir de pouvoir embrasser la paternité. 2019. 2019, je crois qu'on est un an après Johnny de Janeiro. C'est la première année où je commence à écrire des films. J'ai fait un petit tour dans le cinéma quelques années avant. J'ai commencé justement à m'essayer à écrire des scénarios, à travailler en tant que Jojo le scénariste, parce que quand on n'est pas satisfait de ce qu'on nous propose en tant que rôle, plutôt que de se plaindre et de rien faire, j'ai préféré moi aussi proposer mes propres histoires. Au fil de rencontres et d'étapes, on y arrive et je suis très content d'avoir pu participer à des films qui vont voir le jour au jour d'aujourd'hui. 2017. 2017, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est premier succès musical, première certification sur Nick le Casino qui a été certifié or, si je dis pas de bêtises. 2016. 2016, pour le certifier or, forcément, on l'a fait. Donc ça a été l'année de release de Nick le Casino, si je dis pas de bêtises encore une fois. Pas beaucoup de souvenirs de ces périodes-là. 2015. 2015, je crois que c'est Tour de France, le premier film dans lequel j'ai joué, où je jouais aux côtés de Gérard Depardieu. Premier tournage, premier rôle en tant que premier rôle, donc c'était complètement incroyable, et surtout que c'était pas une vocation où c'était au-delà du rêve en fait, c'est tellement du domaine de l'inaccessible du coup qu'on se permettait même pas d'y rêver, donc quand on nous le propose on dit oui et on réalise en vrai quand on est sur le tournage. 2014. 2014, ça a été une année particulière parce que j'étais arrivé dans un cap dans ma vie où je faisais de la musique vraiment par plaisir, mais j'avais plus du tout la volonté de percer ou quoi, c'est-à-dire que j'avais raté un album quelques années avant et pour moi ça y est, c'était fini. Et peut-être que c'est en fait dans même pas cette énergie du désespoir parce qu'il y avait pas de frustration ou truc ou quoi, mais juste le plaisir d'en faire que justement ça a commencé à reprendre. 2013. 2013, on est sur le même mood, hein. C'est un mood où je suis beaucoup plus dehors que dedans. J'avais complètement décroché pour moi de la musique, etc. Et j'étais vraiment dehors. 2012. 2012, si je dis pas de bêtises, c'est l'année de mon album qui a floppé en fait. J'avais fait un projet qui s'appelait La légende de Johnny M, qui avait eu un beau succès d'estime, un beau retour du public, et l'album qui devait arriver derrière était censé être une confirmation, et j'ai fait quelque chose d'insensé, c'est-à-dire que on m'a apprécié pour quelque chose, et j'ai fait tout le contraire en voulant faire de la musique ultra populaire, et en vrai noyer mon identité musicale dans trop de conseils et trop de vouloir bien faire, et trop essayer de rendre un album sans âme. 2011. C'est la première fois que je me rends à New York, et ça a été un voyage incroyable, parce que New York, ça reste quand même un endroit référent pour le hip-hop. J'ai grandi vraiment dans cette discipline-là, donc ça a été un gros kiff d'être là-bas. Et 2010. 2010, je crois que c'est la première fois où j'ai contact entre guillemets avec le public, parce que on sort Freestyle Bousca Pétrification, qui est mon premier contenu sur internet, et c'est très fulgurant, c'est-à-dire que dès que je le sors, on bascule de l'anonymat à une pseudo-célébrité sur les réseaux sociaux de l'époque, donc Facebook. 2009. 2009, ça a été une année où j'ai essayé d'aller à la fac. J'avais commencé un cursus LEA, langue étrangère appliquée, mais j'ai décroché très vite parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai fait ça histoire d'aller voir ce que c'est la fac, quoi. 2008. C'est l'année du bac et du permis. Dès mes 18 ans, j'étais dans toute l'Europe en voiture. Tu vas à Amsterdam, tu vas à Barcelone, tu vas à truc, j'étais un routard. Et vraiment, je prenais mes copains et on allait découvrir plein de villes. Et j'ai eu mon bac littéraire avec 140 journées d'absence au contrôle continu. Je l'ai eu à 10, c'est des conneries, parce que j'avais déjà 0 en littérature sur le contrôle continu, 0 en anglais, 0 en sport. Je crois que j'ai eu 17 en philosophie ou un truc comme ça. J'ai bien déchiré les gros coefficients. Concentrez-vous sur les gros coefs. Je sais même pas s'il y a encore des coefficients. 2007. 2007, donc j'ai 17 ans, je crois que je suis en train de faire de la musique en studio. Je passais beaucoup plus de temps en studio qu'en cours ou n'importe où. Je voulais vraiment parfaire ma musique. 2006.
2006, donc c'est la rencontre avec Amadoun Sidibé qui était mon producteur jusqu'à changement de propriétaire. Cette rencontre, elle est intervenue après que je sois allé au Quai 54, qui est aujourd'hui le plus gros tournoi de streetball mondial sponsorisé par Jordan Brand. Et entre la demi-finale et la finale, il y avait un espèce de petit moment de flottement où justement il proposait aux gens de vouloir venir danser, rapper, etc. Sautant sur l'occasion, j'ai réussi à infiltrer un videur en me faisant passer pour le petit cousin de Rimka. La ressemblance est plus que flagrante. Et il m'a laissé passer, je me suis retrouvé devant Mokobe, je lui ai dit s'il te plaît, juste donne-moi le micro. Il m'a dit t'inquiète. J'ai commencé à rapper. Il y a un mec du public qui est descendu pour faire un battle. Comme j'étais assez doué en impro, je me suis fait remarquer. Et après j'ai parlé avec Amadoun et je lui ai dit je suis sûr que tu peux m'aider pour la musique et on a beaucoup travaillé et ça s'est bien passé. 2005, c'était un peu la même époque, c'est-à-dire qu'avant le Quai 54, j'ai fait une rencontre avec un groupe de jeunes qui sont beaucoup plus âgés que moi. Moi, à l'époque, je dois avoir 14-15 ans. Et je traîne avec eux qui ont entre 25 et 30 ans. Et on a un espèce de gros ghetto blaster. Et on va chanter dans les gares, dans les arcanes de la Défense. On pose le ghetto blaster, ça réunit du monde. Et il se passe des battle rap, des cyphers, etc. On rencontre énormément de personnes. C'est notamment cette année ou l'année d'avant que j'ai rencontré Maître Gims devant une péniche qui s'appelle le Bateau Phare, qui est un monument du hip-hop parisien. Et on s'est retrouvé avec Maître Gims parce que le dernier métro s'était foutu. Il venait de sortir du Bateau Phare, nous on arrivait trop tard au Bateau Phare et on s'est retrouvé dedans et je crois qu'on a rappé. Le cercle, il a duré de 1h du matin à 5h10, tu vois, premier métro et tout, tu sais, entre tout le monde qui avait sur les quais et tout, ça rappait. Et Maître Gims et moi, je sais qu'on a vraiment rappé plus d'1 heure, en laissant rapper personne. Il finissait, je reprenais derrière. C'était impressionnant parce que tu découvrais comme d'autres X-Men en fait, tu vois. Il y avait ce pouvoir du flow, c'était incroyable. 2004, je reviens en collège normal parce qu'en fait, une année avant, j'avais tellement d'absentéisme que j'ai été viré de l'école du collège classique et donc je me suis retrouvé dans un collège privé mais hors contrat avec l'État. C'était vraiment un collège flippant de ouf. On était en 4e, il y avait des suicidaires, c'était déjà ambiance drogue dure. Du coup, je me suis tenu à carreau parce que je me suis dit j'ai rien à faire là. Et quand je suis arrivé en 3e, je bougeais pas d'une oreille, j'étais très cool. C'est après que c'est revenu les absences. 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sortie du film 8 Mile qui a été un vrai choc pour moi et pour tous mes amis. Pour nous, ça y est, c'est logique, on est des rappeurs et on va se clasher en impro et on va faire des phases et trucs. Donc tout le monde est dans la même matrix et tout le monde veut clasher et moi j'organise donc un clash entre moi et 2 potes à moi et ça se sait vite dans le collège et le jour où ça se fait, je te jure, il y a plus de monde pour ce clash que pour n'importe quelle bagarre, tu vois. Même si dans notre collège il y avait John Jones et Ngannou et qu'ils allaient se battre, on aurait fait plus de pay-per-view que eux. Mais en vrai, j'ai vraiment existé à travers ça et donc je me suis consacré qu'à ça et j'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Murder. On était dans un bus, on rentrait chez nous, on était un petit groupe de 5-6 et il se tourne vers nous et il me regarde comme ça, il me dit toi le petit, je sais que tu rappes. Et je dis mais comment tu sais et tout, qui t'a dit? Il me dit c'est le vent. Et quand il me dit ça, moi je pète un câble. Et tu sais, c'était des anciens, justement, à l'époque de Yves Levent, tu sais, les Black Dragon, tout ça, on est dans cette époque-là. Et tu sais, ils ont un truc très Shaolin, mystique, tu vois ce que je veux dire. Et on a l'impression qu'ils connaissent les secrets des Templiers, de trucs, alors que non, juste des gars hip-hop. Et je l'ai suivi, tu vois ce que je veux dire. Et j'allais faire du rap avec lui partout, tu vois. Et j'étais devenu comme un espèce de petit phénomène de leur bande, tu vois. C'est toujours impressionnant de voir un petit de 12, 13 ans qui fait de l'impro, etc. Et moi, c'était un moyen pour moi d'exister, donc c'était très très cool de pouvoir traîner avec eux. Et 2002, je crois qu'avant 8 Mile, j'existais pas. Hein. Non, non, 2002, je crois que c'est l'entrée au collège. Hein. C'est l'époque où je lâche le foot, où je comprends que j'y suis pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris beaucoup de poids en 2002, 2001. 2001. En 2001, je me fais renverser par une voiture juste en bas de chez moi. Je suis immobilisé pendant 1 an, mais vraiment pendant 1 an, j'habite au 5e étage sans ascenseur. Et je peux pas sortir de ma chambre, je peux rien faire, j'ai les 2 jambes dans le plâtre. Le jour où je peux sortir de chez moi, donc avec mes béquilles et tout, quand j'arrive en bas, je me dispute avec un camarade qui a la bonne idée de me mettre un immense chassé dans mon plâtre, et on est reparti encore pour 3-4 mois. 2000. En 2000, à cause des dessins animés qu'on voit à la télé et du film Rasta Rocket et tous ces trucs-là, je suis complètement bousillé par les sports de glisse. J'avais fait un rendez-vous avec le maire de ma ville où je lui avais demandé de pouvoir tourner un espèce de film sur un scénario de course-poursuite en roller qu'avec un ami à moi qui habitait dans mon allée, on avait écrit, mais un truc de gamin de 9-10 ans, quoi. Et en fait, il avait tellement été touché par la démarche et on était venu avec un espèce de plan le plus carré possible pour des enfants de 10 ans, qu'il nous avait mis l'équipe de tournage de la ville à disposition et il avait privatisé des endroits où genre personne n'avait le droit de passer pendant qu'on tournait nos trucs, etc. Et je crois que 3 semaines avant que ça se passe, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma ville, les Plaisance, c'est beaucoup en pente et je trouve des bâtons de ski, c'est dans des encombrants. Et moi, je suis tout le temps en roller et j'ai la bonne idée de prendre des bâtons de ski et de me donner de la vitesse en roller, donc ça marche bien sur
2-3 jours. Et je crois que le 4e jour, je me fais cartonner en bas de chez moi. 1999. Je me rappelle plus si Pokémon c'est 99 ou 98, mais en tout cas, je crois que c'est à cette année-là où on y joue beaucoup dans ma cité, ça devient un phénomène. Je crois que c'est mon premier rapport au business parce que comme j'étais très fort à Pokémon, il y avait des gens qui me payaient pour leur finir leur version ou leur faire évoluer leur Pokémon. Et on avait aussi l'action replay, le truc. Donc du coup, avec 2-3 potes, on était déjà un peu dans la crypto Pokémon monnaie. On arrivait à débrouiller des 5, 10, 20 francs, c'était extraordinaire. 1998. 98, bah l'équipe de France, forcément. Quand on était petit, du coup, le symbole de l'équipe de France, c'est que bah déjà l'islam et les religions étaient beaucoup moins au centre des débats publics. Il y avait plus cette question de la diversité. Et je pense qu'ils l'ont totalement balayé. Pendant 2, 3 ou 4 ans après moi étant enfant, j'avais pas beaucoup cette notion. Mais quand j'étais petit, j'avais beaucoup moins l'impression que le racisme existait et qu'on était beaucoup plus conscient de notre diversité et de la chance d'avoir une France comme on l'appelait à l'époque avec la bonne formule de Chirac, la Black Blamber. 1997. 97, il y a une anecdote que j'ai envie de te caler, mais on va la caler là, c'est pas grave, on s'en fout. Mon père a été garagiste. Et à l'époque, ayant un petit peu réussi à faire sa transition de la Tunisie à la France, on accueillait beaucoup de monde chez nous qui venait le temps de se mettre sur place. Et on avait donc un ami qui était à la maison. Un matin et tout, il me demande si je peux lui acheter des cigarettes. Et donc il me donne les sous pour les cigarettes. Et je crois qu'il devait être 10h du matin. Je reviens, il est 20h. Mes parents sont pas encore rentrés parce qu'ils travaillent justement dans leur garage et ça leur prend énormément de temps. Ils rentrent pas avant 22h. Et là, je le vois, c'est quelqu'un de quand même, malgré qu'il soit en transition, qu'il vienne de la misère de Tunisie, il a cette élégance, toujours très bien coiffé, toujours au maximum de ce qu'il peut être. Et là, gros, je te dis, il a les cheveux en pétard, Camas, il est en blétrand, on aurait dit Blanca dans Street Fighter. Il tient plus. Et il me dit, t'étais où? Je dis, j'étais en bas, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Et il veut pas me dire c'est pour les cigarettes. Il me dit, ah, je m'inquiétais pour toi, j'ai appelé la police, tout, je suis devenu fou. Il me dit, tu m'as pris les cigarettes? Je dis, ah non, j'ai pas pris les cigarettes et tout. Et là, je vois, tu sais, il a un geste il a envie de me rentrer dedans, mais il peut pas. Il est chez nous. Et il me dit, pourquoi t'as pas pris les cigarettes? Je dis, non, parce que j'ai acheté des cartes Pokémon. Il me dit, mais pourquoi t'achètes les cigarettes, pas les cigarettes? Tu prends les cartes Pokémon? Je dis, mais moi, j'ai pensé à toi, tonton. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Et derrière mes 7 ans et demi, je savais très bien ce que je faisais. 1996. 96, c'est ma rencontre avec un de mes meilleurs amis qui est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui s'appelle Oumar, et on se connaît depuis qu'on est en CP avec Madame Catherine Le Tinevez. Sur un geste, un détail, un truc, on se comprend, et donc voilà, je suis très content de l'avoir connu à cette époque-là. 1995. 95, j'emménage à la cité des Cahuètes. C'était très particulier parce que ce qu'on n'est pas beaucoup conscient, c'est qu'il y a eu un gros fléau dans les années 80, ça a été l'héroïne, et qui a poursuivi jusque dans les années 90. Et donc en 95, au Cahuètes, je voyais beaucoup de seringues, de pansements, de trucs voilà, qui permettaient de se shooter, etc. Et surtout que dans notre cité, on avait un truc flippant. Toutes les caves étaient communicantes entre elles via des souterrains. Et nous, étant petits, donc on s'aventurait dedans, et c'était les mêmes rencontres que dans Walking Dead, dans les saisons 3, 4, dès qu'il y a des hordes. 1994. 94, pas énormément de souvenirs, en maternelle, on va pas se mentir non plus. 1992. 92, non, pas de souvenirs non plus énormes. Ouais, bon, après, il y a des choses dont je peux pas parler, comme la fois où j'ai aidé le FBI à démanteler un réseau terroriste kazakh, mais ça, c'est... je suis pas là pour me vanter non plus devant Combini. 1991. Ouais, même chose. BD Cochon, Cuba, on va pas dire que c'est grâce à nous s'il y a des missiles qui ont pas décollé, mais ça nous a permis d'improver notre espagnol un petit peu. 1990. 90, je me rappelle avoir aidé ma mère à me mettre au monde. Combini.